Ils disent que les plus grandes performances d'Hollywood ont eu lieu hors caméra, derrière des portes closes. À une époque où les secrets étaient monnaie courante, certaines affaires n'étaient pas seulement chuchotées, elles explosaient à la une des journaux, des carrières et des studios entiers. Que s'est-il vraiment passé lorsque les stars les plus glamour ont brisé le tabou ultime et tout risqué pour un amour interdit? Rejoignez-nous alors que nous retraçons les chemins tortueux de la passion et de la trahison qui ont changé à jamais Tinseltown. Parfois, ce n'est pas le scénario qui façonne une légende, mais ce qui reste non écrit. Clark Gable et Carole Lombard. Quand la royauté d'Hollywood tombe amoureuse, le monde y prête attention. Mais dans le cas de Clark Gable et Carole Lombard, les gros titres ne parlaient pas seulement de romance. Ils parlaient de scandales, de secrets et d'une passion qui défiait les règles de leur époque. Gable, le roi original d'Hollywood, n'était pas étranger aux colonnes de potins. Il avait la réputation d'être un coureur de jupons et avait été marié 2 fois. Lombard, quant à elle, était la reine enjouée des comédies loufoques, adorée pour son esprit vif et son humour irrévérencieux. Les deux se sont rencontrés pour la première fois en 1932 sur le tournage de No Man of Her Own, mais les étincelles ne se sont pleinement allumées que plusieurs années plus tard. À ce moment-là, les deux stars étaient mariées à d'autres personnes. Gable, à sa deuxième épouse, Maria Langham, et Lombard, à l'acteur William Powell. Les clauses de moralité stricte d'Hollywood imposées par les studios signifiaient que les liaisons pouvaient détruire des carrières, mais cela n'a pas arrêté Gable et Lombard. Leur alchimie était impossible à cacher, même aux responsables de studios discrets qui essayaient de garder ces histoires enterrées. Les chroniqueurs de potins savaient ce qui se passait, mais restaient silencieux, parfois sur ordre direct des patrons de studios qui voulaient protéger leurs plus grands atouts. Pourtant, les rumeurs se répandaient rapidement dans l'industrie. Le public a compris lorsque le couple a été vu lors de fêtes à Hollywood, leur affection évidente dans chaque photo prise sur le vif. Lorsque Gable obtint enfin son divorce en 1939, lui et Lombard se marièrent lors d'une petite cérémonie. Pendant un bref instant éclatant, ils furent le couple en or, apparemment invincible. Tragiquement, ce conte de fées s'est terminé lorsque Lombard est morte dans un accident d'avion en 1942. Gable n'était plus jamais le même. Il a rejoint l'armée, disant apparemment qu'il se moquait de revenir. Leur histoire d'amour, forgée dans le secret et brisée par le destin, reste l'une des affaires les plus légendaires et déchirantes d'Hollywood. Spencer Tracy et Katharine Hepburn. À l'âge d'or d'Hollywood, certains secrets étaient chuchotés si souvent qu'ils faisaient partie du mythe de la ville. La liaison entre Spencer Tracy et Katharine Hepburn est l'un de ces secrets de polichinelle, s'étendant sur plus de 25 ans et défiant toutes les conventions de l'époque. Tracy, connu pour son personnage robuste et typiquement américain, était profondément catholique et marié à Louise Treadwell. Mais son mariage était, selon tous les témoignages, une formalité, et Tracy, malgré ses convictions religieuses, était attiré par l'esprit indépendant et l'intellect vif de Hepburn dès leur rencontre sur le tournage de La Femme de l'année, en 1941. Leur alchimie à l'écran électrisait le public, mais hors écran, leur relation était encore plus intense. Tracy luttait contre l'alcoolisme et des accès de dépression, et Hepburn, farouchement loyale, devint à la fois sa confidente et sa gardienne. Elle a emménagé dans un cottage près de chez lui, et les deux sont devenus inséparables. Pourtant Tracy n'a jamais divorcé de sa femme. Leur relation se vivait dans l'ombre, respectée par leur cercle intime, mais tenue à l'écart des tabloïds par une conspiration de silence que seul le Hollywood classique pouvait orchestrer. Pour Hepburn, qui parlait ouvertement de presque tout le reste de sa vie, la relation était sacrée et privée. Elle n'a reconnu publiquement la romance que des années après la mort de Tracy, et Tracy, tourmentée par la culpabilité et le doute de soi, aurait refusé de quitter sa femme en raison de ses croyances catholiques et de sa loyauté envers son fils handicapé. Leur partenariat elle a traversé 2 décennies de changements à Hollywood et a produit certains des films les plus appréciés du cinéma. Lorsque Tracy est mort, en 1967, Hepburn n'a pas assisté à ses funérailles par respect pour sa famille. Leur histoire d'amour, vécue en marge et dans des moments volés, est un témoignage des sacrifices faits par amour et du prix de la passion sous les projecteurs impitoyables d'Hollywood, Ingrid Bergman et Roberto Rossellini.
À une époque où Hollywood exigeait encore de ses stars qu'elles maintiennent une image de perfection morale, la liaison d'Ingrid Bergman avec le réalisateur italien Roberto Rossellini a provoqué des ondes de choc non seulement à Tinseltown, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Bergman, déjà une icône internationale grâce à Casablanca et Antise, était adorée pour sa beauté lumineuse et sa pureté perçue. Mais en 1949, lorsqu'elle se rendit en Italie pour travailler avec Rossellini sur Stromboli, son image et sa vie changèrent à jamais. Bergman et Rossellini étaient tous deux mariés à d'autres personnes lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur attirance a été immédiate et dévorante. La nouvelle de la grossesse de Bergman par Rossellini a éclaté dans les tabloïds américains avant que son divorce du Dr Peter Lindstrom ne soit finalisé, déclenchant un tollé public si sévère qu'elle a été dénoncée au Sénat américain. Le scandale était si grand que pendant des années, Bergman a été essentiellement mise sur liste noire à Hollywood, forcée à l'exil en Europe et considérée comme une ennemie du foyer. Les cinémas ont boycotté ses films, et les lettres de fans se sont transformées en courriers haineux, du jour au lendemain. Mais Bergman a refusé de s'excuser d'avoir suivi son cœur. Elle a épousé Rossellini et a vécu en Italie, travaillant sur des films qui défiaient les formules et les normes d'Hollywood. Bien que leur mariage se soit finalement terminé par un divorce, la résilience de Bergman et sa volonté de supporter la disgrâce par amour lui ont finalement valu la rédemption. Elle est retournée à Hollywood triomphalement, remportant un deuxième Oscar pour Anastasia. Sa liaison avec Rossellini reste un point de discorde dans l'histoire d'Hollywood, non seulement pour le scandale, mais aussi pour son impact sismique sur les attentes du public en matière de célébrité et de moralité. En fin de compte, l'histoire de Bergman est un témoignage du coût et du courage d'aimer audacieusement sous le regard du monde, Elizabeth Taylor et Eddie Fisher. Peu d'histoires d'amour dans l'histoire d'Hollywood ont provoqué autant d'indignation publique et de gros titres sans fin que la romance d'Elizabeth Taylor avec Eddie Fisher. À l'époque, Taylor n'était pas seulement la plus belle femme du monde, mais aussi la veuve préférée de l'Amérique, ayant juste perdu son mari, le producteur Mike Todd, dans un tragique accident d'avion. Eddie Fisher, quant à lui, était marié à Debbie Reynolds, la chérie de MGM et proche amie de Taylor. Les deux couples étaient si liés que Taylor était même demoiselle d'honneur au mariage de Fisher et Reynolds. Mais après la mort de Todd, Fisher s'est précipité pour réconforter Taylor. Et bientôt, leur amitié s'est transformée en quelque chose de bien plus intime. Quand la vérité a éclaté, ce fut un séisme culturel. Le divorce de Reynolds et Fisher a fait la une de tous les journaux, tandis que la réputation, autrefois irréprochable de Taylor, a subi un coup dévastateur. Briseuse de ménage est devenue son nouveau label. Les fans étaient de stupéfaits. Le système des studios, qui protégeait autrefois ses stars, pouvait faire peu pour contenir le spectacle. Les propres mots de Taylor, « On ne peut pas briser un mariage heureux. Personne ne quitte un mariage heureux », n'ont fait qu'alimenter la controverse. Le couple s'est marié en 1959, mais la lune de miel fut de courte durée. Leur union fut tourmentée par la culpabilité, le regard incessant du public et la nature tempétueuse de Taylor. Fisher's career, autrefois au sommet, jamais vraiment rétabli, tandis que Taylor est rapidement passé à une autre affaire scandaleuse, cette fois avec Richard Burton. Dans un retournement digne d'un scénario hollywoodien, Taylor et Reynolds se sont finalement réconciliés, plaisantant même sur leur histoire compliquée des années plus tard à la télévision nationale. Pourtant, l'affaire entre Elizabeth Taylor et Eddie Fisher reste un scandale emblématique de l'âge d'or, une mise en garde sur l'amour, la loyauté et le prix élevé de l'adoration publique sous les projecteurs implacables d'Hollywood, Elizabeth Taylor et Richard Burton. Il est difficile de trouver une autre romance hollywoodienne qui a autant captivé et scandalisé le monde que la relation tumultueuse d'Elizabeth Taylor avec Richard Burton. Leur liaison a commencé sur le tournage de Cléopâtre en 1963, un film aussi célèbre pour ses excès et ses retards que pour la passion volcanique entre ses stars. Taylor, alors mariée à Eddie Fisher, et Burton, marié à Sybil Williams, ne pouvaient pas cacher leur attirance mutuelle. La chimie entre eux crépitait à l'écran, et en dehors, attirant le regard incessant de la presse et la condamnation du Vatican, qui qualifiait leur comportement de vagabondage érotique.
Les paparazzi les ont suivis de Rome à Londres en passant par la Suisse, et aucune tentative de discrétion ne pouvait les protéger d'un monde fasciné par chacun de leurs mouvements. Pour Taylor, le scandale n'était pas nouveau. Mais pour Burton, l'attention mondiale était vertigineuse. Alors que les deux mariages s'effondraient, la liaison du couple se déroulait en public, comme un spectacle, un feuilleton sans fin, avec ses propres gros titres, rumeurs et confrontations dramatiques. La passion de Taylor et Burton était légendaire, mais leur dispute l'était tout autant, explosive, théâtrale, et, de leur propre aveu, parfois alimentée par l'alcool et la jalousie. Après des divorces des deux côtés, Taylor et Burton se sont mariés en 1964. Leur union était marquée par des cadeaux somptueux, des démonstrations publiques et des disputes fréquentes et enflammées. Le couple a divorcé en 1974, pour se remarier un an plus tard, puis divorcer à nouveau définitivement. À travers tout cela, ils ont continué à travailler ensemble, créant certaines des paires à l'écran les plus mémorables de l'époque. Leur histoire d'amour était, selon les mots de Taylor, trop. Trop de passion. Trop de publicité. Trop de tout. L'affaire Taylor-Burton reste un symbole de l'amour à son paroxysme enivrant et destructeur. Une saga qui a transformé la culture des célébrités à jamais. Mary Pickford et Douglas Fairbanks. Avant Brangelina ou Benny Fair, il y avait l'américaine chérie, Mary Pickford, et le flamboyant Douglas Fairbanks, le couple puissant original d'Hollywood. Leur histoire d'amour, qui a commencé à la fin des années 1910, était tout aussi dramatique et pleine de tensions que n'importe quel film muet. Les deux stars étaient mariées lorsqu'elles se sont rencontrées pour la première fois. Pickford avec l'acteur Owen Moore et Fairbanks avec la mondaine Annabeth Sully. Pour deux célébrités qui géraient soigneusement leur image publique, le risque de scandale était énorme. Malgré les dangers, Pickford et Fairbanks tombèrent profondément amoureux. Leur liaison, menée en secret, devint un secret de polichinelle parmi les initiés d'Hollywood et les chroniqueurs de potins. Pickford se tourmentait célèbrement sur la question de divorcer de son mari, sachant que ses fans et la presse pourraient ne jamais lui pardonner, mais l'attrait de sa relation avec Fairbanks s'avéra trop fort. En 1920, après avoir obtenu leur divorce, le couple s'est marié lors d'une cérémonie qui a attiré l'attention internationale. Leur domaine, Pickfair, est devenu l'épicentre social de Hollywood, un lieu où les rois, la royauté, les intellectuels et les stars de cinéma se mêlaient dans une nouvelle aristocratie américaine glamour. Ensemble, ils représentaient l'aube d'une nouvelle ère. Deux stars dont la renommée combinée transcendait le cinéma et aidait à établir Hollywood comme un phénomène mondial. Mais la célébrité avait un coût. L'attention incessante finit par mettre leur mariage à rude épreuve. Fairbanks luttait avec la célébrité continue de Pickford et sa propre gloire déclinante, tandis que Pickford faisait face aux pressions de la vie publique et à ses démons personnels. Ils se sont séparés en 1933, mettant fin à plus d'une décennie de la plus grande romance d'Hollywood. Pourtant, l'affaire Pickford-Fairbanks a changé à jamais la culture des relations de célébrité, préparant le terrain pour chaque scandale et histoire d'amour qui a suivi. Rita Hayworth et le prince Ali Khan. Peu d'histoires d'amour durant l'âge d'or d'Hollywood ont rivalisé avec le spectacle et l'examen minutieux de la romance de Rita Hayworth avec le prince Ali Khan. Hayworth, la star sulfureuse immortalisée par son rôle dans Gilda, était l'une des femmes les plus photographiées au monde. Son magnétisme ne se limitait pas aux cinéphiles. Elle attirait l'attention de la royauté. Lorsqu'elle a rencontré Ali Khan, le fils cosmopolite et séduisant de l'Aga Khan III, il était encore marié à sa première femme. Leur alchimie immédiate a déclenché des alarmes à travers les continents. Alors que les nouvelles de leur rencontre secrète et de leurs cadeaux somptueux se répandaient, les colonnes de potins des deux côtés de l'Atlantique s'embrasaient de rumeurs. Hollywood pouvait être habitué au scandale, mais c'était différent. Une icône du cinéma américain tombant amoureuse d'un prince musulman sur fond de conservatisme d'après-guerre. Les paparazzi suivaient chacun de leurs mouvements, impatients d'apercevoir le couple dans des clubs exclusifs ou s'échappant vers la Côte d'Azur. Le drame s'est intensifié en 1949 lorsque Hayworth, récemment divorcé d'Orson Welles, a épousé Khan lors d'une cérémonie somptueusement fastueuse à Cannes. Le mariage a fait la une des journaux du monde entier. Hayworth a même annoncé sa retraite d'Hollywood pour se concentrer sur sa nouvelle vie royale, une décision qui a choqué les fans et alimenté les spéculations sur son avenir.
Mais le conte de fées a rapidement tourné au vinaigre. L'intrusion de la presse, les différences culturelles et la réputation notoire d'Ali Khan en tant que playboy ont tendu le mariage dès le début. Après 4 années tumultueuses et la naissance de leur fille, la princesse Yasmine, le couple a divorcé en 1953. Hayworth est retournée à Hollywood, mais elle n'était plus la même. Les pressions de la célébrité et du chagrin avaient laissé leur marque. Pourtant, l'histoire de Rita Hayworth et du prince Ali Khan perdure comme l'une des histoires d'amour les plus extravagantes et maudites de Tinseltown, prouvant que même la royauté ne pouvait écrire une fin heureuse pour la déesse de l'amour d'Hollywood. Joan Crawford et Clark Gable. Dans les couloirs dorés de MGM, peu de couples ont suscité plus de murmures intrigants que Joan Crawford et Clark Gable. Crawford, déjà établie comme la reine de la réinvention, et Gable, le héros viril d'Hollywood, ont allumé une relation qui s'étendrait sur des décennies, souvent cachée à la vue de tous. Tous deux étaient mariés à d'autres lorsque leur relation a commencé, mais cela n'a guère ralenti leur intense attraction. Leur romance était aussi tumultueuse que les rôles qu'ils jouaient à l'écran, avec des étincelles qui jaillissaient lors de dîners privés et d'événements publics. Les patrons de studio connaissaient la valeur et le danger de ce duo explosif. Louis B. Mayer, chef de MGM, a à la fois encouragé et tenté de contrôler leur relation, méfiant du scandale, mais conscient que la marque Gable Crawford était une mine d'or au box-office. Le studio même les a associés dans des films comme Dancing Lady et Chained, permettant au public de voir leur alchimie, tout en essayant d'empêcher les rumeurs de se transformer en scandale complet. Mais la machine à potins était implacable. Même après la fin de leur mariage respectif et l'entrée de nouveaux partenaires dans leur vie, Gable et Crawford restaient de proches. Parfois amants, parfois confidents, mais toujours sujets de fascination. Contrairement à de nombreuses liaisons hollywoodiennes, la leur ne s'est jamais terminée par un mariage. Au lieu de cela, c'était une saga de rendez-vous manqués, d'ambitions personnelles et d'un lien qui a perduré malgré les circonstances changeantes. Les ambitions de Crawford et le goût de l'aventure de Gable les ont souvent entraînés dans des directions différentes, mais leur respect mutuel est resté. Tous deux se souviendraient plus tard de la relation avec un mélange de nostalgie et de fierté. L'affaire Gable-Crawford reste un témoignage de la capacité d'Hollywood à la fois fabriquer et obscurcir la réalité, nous rappelant que parfois les plus grandes histoires d'amour ne se terminent pas par un « ils vécurent heureux ». Elles perdurent simplement juste sous la surface, faisant à jamais partie du tissu mythique de Tinseltown, Marilyn Monroe et John F. Kennedy. Aucune liaison hollywoodienne n'est entourée de plus de mystères et de mythes que la relation supposée entre Marilyn Monroe et le président John F. Kennedy. Monroe, l'ultime sirène du cinéma, et Kennedy, le jeune leader charismatique de l'Amérique, étaient au sommet de leur gloire lorsque les rumeurs de leur connexion ont commencé à circuler. Les deux se seraient rencontrés lors d'un dîner au début des années 1960, et à partir de ce moment-là, les spéculations sur leur rencontre privée et leurs appels téléphoniques secrets sont devenus l'obsession de la presse et du public. Ce qui distinguait cette affaire, c'était le danger. Monroe était déjà sous une surveillance incessante, tourmenté par des démons personnels et les pressions du védétariat. Kennedy, quant à lui, se trouvait au sommet du pouvoir politique, avec tout à perdre si sa vie privée devenait publique. Leur rencontre, soigneusement organisée par des intermédiaires et se déroulant souvent lors de soirées discrètes, était digne d'une intrigue d'espionnage. La célèbre performance sensuelle de Monroe de Happy Birthday Mr. President en 1962 n'a fait qu'alimenter les rumeurs, laissant le monde en haleine et suggérant une intimité qui ne pourrait jamais être pleinement confirmée. En fin de compte, ni Monroe ni Kennedy n'ont publiquement reconnu leur relation, et les détails restent enfouis sous des décennies de spéculations et de théories du complot. La prétendue liaison est devenue un symbole de l'intersection entre le glamour hollywoodien et le pouvoir politique, et ces nuances tragiques se sont intensifiées après la mort prématurée de Monroe et l'assassinat de Kennedy. Depuis des générations, la connexion Monroe-Kennedy a été analysée, fictionnalisée et immortalisée, preuve qu'à Hollywood, parfois les histoires les plus puissantes sont celles enveloppées de secrets, destinées à rester non résolus, alimentant à jamais l'imagination du public. Lana Turner et Johnny Stompanato.
La vie de Lana Turner était un tourbillon de glamour, de chagrin et finalement de scandale qui a choqué même les coins les plus blasés d'Hollywood. Au moment où elle a rencontré Johnny Stompanato, à la fin des années 1950, Turner avait survécu au haut et au bas de la célébrité. Son nom à lui seul, un aimant pour le drame. Stompanato, quant à lui, était un associé connu de la mafia. Sa réputation de réparateur et d'homme de main du milieu le précédait partout où il allait. Leur liaison était intense, volatile et vouée à l'échec dès le début. Stompanato a fait tourner la tête de Turner, la couvrant de cadeaux et, attention, mais la relation est vite devenue possessive et abusive. Les disputes explosives du couple sont devenues le sujet de conversation du circuit des fêtes d'Hollywood, des initiés avertissant Turner que le tempérament de Stompanato pourrait devenir incontrôlable. Malgré le danger croissant, Turner a eu du mal à se libérer. La relation a culminé en une tragédie qui a à jamais altéré à la fois sa carrière et son héritage. Par une nuit orageuse en 1958, la fille adolescente de Turner, Cheryl Crane, a poignardé Stompanato à mort lors d'une des violentes altercations du couple, affirmant qu'elle défendait sa mère d'un danger imminent. Le procès qui a suivi a captivé la nation. Chaque détail sordide de la vie personnelle de Turner a été exposé au monde, les médias la dépeignant à la fois comme une victime et une femme fatale. Finalement, les tribunaux ont jugé le meurtre comme un homicide justifiable, mais le scandale a laissé une cicatrice permanente. La carrière de Turner a survécu, mais elle n'a jamais pu échapper à l'ombre de la tragédie. L'affaire avec Johnny Stompanato est devenue un avertissement sur le côté sombre de la célébrité, une histoire où le glamour d'Hollywood a heurté le danger réel, et où l'amour est devenu mortel, sous l'éclat impitoyable des projecteurs. Gloria Swanson et Joseph P. Kennedy. Les années 20 rugissantes étaient une décennie d'excès, et peu incarnaient cet esprit plus que la déesse du cinéma muet, Gloria Swanson. Mais lorsque Swanson s'est impliquée sentimentalement avec Joseph P. Kennedy, le patriarche ambitieux et marié de la future dynastie Kennedy, l'affaire a résonné bien au-delà des portes du studio. Swanson était déjà une icône, son nom synonyme de succès au box-office et de vie extravagante. Kennedy, quant à lui, était un homme d'affaires avisé et autodidacte, déterminé à se faire une place à Hollywood. Leur connexion était plus que physique. C'était une rencontre d'esprit et d'ambition. Kennedy est devenu le conseiller commercial de Swanson, la guidant à travers des projets risqués et l'aidant à créer sa propre société de production. Mais à mesure que leur relation professionnelle s'approfondissait, leur romance aussi. Scandaleux non seulement parce que tous deux étaient mariés, mais aussi parce que le catholicisme de Kennedy et ses liens familiaux influents rendaient de telles indiscrétions encore plus tabous. L'affaire était cachée de la presse, mais les initiés murmuraient au sujet des visites régulières de Swanson, à la suite de Kennedy à l'hôtel Ambassador et des cadeaux somptueux qu'il lui offrait. Finalement, l'attention de Kennedy s'est détournée d'Hollywood vers la politique, et la romance s'est estompée, mais pas sans laisser sa marque. La réputation de Swanson en a souffert, ses finances ont été affectées, et elle est devenue une autre starlette d'Hollywood, dont la vie personnelle est devenue indissociable de son image publique. L'affaire Swanson-Kennedy est rappelée non seulement pour sa passion, mais pour la manière dont elle a mêlé Hollywood à l'avenir de la politique américaine, préfigurant les futurs enchevêtrements de la famille Kennedy avec la célébrité, le scandale et la tragédie. Dans les ombres silencieuses du vieux Hollywood, leur histoire d'amour se déroulait comme un film, mêlant ambition, secret et chagrin. Errol Flynn et Olivia de Havilland. Errol Flynn et Olivia de Havilland formaient l'un des duos les plus électrisants du cinéma, leur alchimie enflammant des classiques comme Capitaine Blood et les aventures de Robin des Bois. Mais ce que le public ignorait, c'est que les étincelles continuaient à jaillir hors caméra, une flirtation interdite et captivante qui laissait les fans et les patrons de studio désespérés de réponses. Flynn était le mauvais garçon ultime d'Hollywood, célèbre pour son comportement de séducteur, sa consommation d'alcool et son attitude insouciante. De Havilland, en revanche, était l'image même de la grâce et le décorum. Sa beauté raffinée masquant un esprit farouchement indépendant. Leur relation hors écran a commencé lors de leur premier film ensemble. Flynn était marié, et de Havilland, toujours professionnel, a d'abord résisté à ses avances. Mais la tension entre eux était indéniable, et bientôt,
Le couple est devenu des confidents proches, partageant des secrets et des appels téléphoniques tard dans la nuit. Les dirigeants du studio, craignant un scandale, surveillaient de près le duo, Warner Brothers étant déterminé à protéger l'image saine de Havilland à tout prix. Les rumeurs atteignirent leur paroxysme alors que les chroniqueurs de potins spéculaient sur des rendez-vous clandestins et des déclarations d'amour chuchotées. Malgré leur profonde affection, de Havilland a finalement tracé une ligne. Elle a refusé de devenir une autre conquête ou de compromettre sa propre réputation. Flynn a plus tard avoué dans ses mémoires qu'Olivia était le grand amour de sa vie, un sentiment partagé par de Havilland des décennies plus tard. Leur relation est restée ce que certains appelleraient un « et si », sa promesse non réalisée ne faisant qu'accentuer la légende. En fin de compte, leur liaison, réelle ou imaginaire, est devenue l'un des mystères les plus durables d'Hollywood. Une histoire de passion contrainte par les circonstances et les yeux toujours vigilants d'une industrie obsédée par l'image. Bette Davis et William Wyler. Lorsque Bette Davis a rencontré le réalisateur William Wyler sur le plateau de Jezebel en 1938, les initiés d'Hollywood se sont préparés à des étincelles. Davis, déjà connu pour son indépendance farouche et son approche intransigeante de son art, a trouvé son égal en Wyler, un réalisateur avec une vision exigeante et une réputation de pousser les acteurs à leurs limites. Tous deux étaient mariés à d'autres à l'époque, et tous deux comprenaient que le moindre soupçon d'inconduite pouvait torpiller leur carrière. Mais l'intensité de leur connexion était impossible à dissimuler. Ce qui avait commencé comme un partenariat créatif s'est rapidement transformé en une liaison passionnée et tumultueuse. Leur relation était aussi orageuse que le drame du Sud qu'ils ont porté à l'écran. Davis a plus tard décrit son amour pour Wyler comme le plus important de sa vie, le qualifiant de seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé. Sur le plateau, leur alchimie se traduisait par des performances électrisantes, mais en coulisses, leur romance était une lutte d'égos, d'ambition et d'émotion. Davis, toujours franche, se retrouvait vulnérable en présence de Wyler, chose qu'elle se permettait rarement. Lui, en retour, inspirait ses plus grandes performances, mais était incapable de s'engager pleinement dans leur relation, contraint à la fois par son mariage et par son dévouement à son travail. L'affaire n'a pas duré longtemps, mais son impact, si. Davis a remporté son 2e Oscar pour Jezebel, et le couple a collaboré sur 2 autres films, ravivant à chaque fois de vieux sentiments. Pour Davis, la fin de la relation était douce amère, car elle a admis que perdre Wyler était l'un des grands regrets de sa vie. Pourtant, elle a porté cette expérience avec elle, canalisant la douleur et la passion dans son personnage légendaire à l'écran. L'affaire Davis-Wyler reste un témoignage de l'énergie combustible de 2 forces créatives qui se heurtent et du chagrin qui suit si souvent lorsque l'amour rencontre l'ambition à Hollywood. Vivien Leigh et Laurence Olivier. L'histoire d'amour de Vivien Leigh et Laurence Olivier est aussi vaste et dramatique que n'importe quel film épique. Tous deux britanniques, tous deux mariés à d'autres personnes lorsqu'ils se sont rencontrés, leur liaison a commencé pendant la production de Fire Over England en 1936 et a rapidement fleuri en l'une des plus passionnés et publics romans de l'époque. Leigh, qui allait bientôt immortaliser Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent, était captivé par l'intensité et l'art d'Olivier. Olivier, quant à lui, trouva en Leigh une âme sœur, également animée par l'ambition et la passion créative. Leur liaison était tout sauf discrète. Ils voyageaient ensemble, jouaient ensemble sur scène et à l'écran, et, une fois divorcés de leurs conjoints respectifs, se marièrent lors d'une cérémonie discrète en Californie en 1940. La presse suivait chacun de leurs mouvements, les surnommant le couple en or du cinéma britannique et américain. Mais leur histoire d'amour n'était pas sans turbulence. Leigh luttait contre la maladie mentale, ses accès de dépression et de manie jetant de longues ombres sur leur mariage. Olivier, malgré toute sa dévotion, se retrouva dépassé par les exigences de leur carrière et la volatilité émotionnelle de Leigh. Malgré ces défis, le couple offrit certaines des performances les plus mémorables de l'époque, s'inspirant souvent de leurs propres relations tumultueuses. Leur partenariat est devenu légendaire, marqué par des triomphes, des tragédies et une passion durable, bien que finalement
insoutenable. Après 20 ans ensemble, ils ont divorcé en 1960, mais aucun n'a jamais vraiment échappé à l'influence de l'autre. La liaison entre Vivien Leigh et Laurence Olivier reste l'une des histoires d'amour les plus durables d'Hollywood et du monde du théâtre, un témoignage du pouvoir et du danger d'aimer quelqu'un aussi intensément que l'on aime son art. John Harlow et William Powell. John Harlow, avec ses cheveux blonds platine et son sourire audacieux et espiègle, était la première bombe d'Hollywood. William Powell, urbain et sophistiqué, était son parfait homologue, à l'écran comme en dehors. Leur liaison a commencé en 1935, après le bref et troublé mariage de Harlow avec le producteur de MGM Paul Bern, qui s'est terminé dans le scandale et la tragédie. À première vue, Harlow et Powell semblaient un couple improbable. Elle était vive et sans retenue. Il était réservé et mesuré. Mais leur alchimie était indéniable, et bientôt, les colonnes de potins étaient en effervescence avec des rumeurs de leur romance. Powell, encore en train de se remettre d'un divorce, était initialement prudent, mais le charme de Harlow l'a conquis. Le couple est devenu inséparable, assistant à des fêtes, à des premières de films ensemble, et échappant au regard du public dans le ranch isolé de Powell. Leur relation offrait à Harlow la stabilité et l'affection qu'elle avait longtemps désirée, tandis que Powell se retrouvait, contre toute attente, enchanté par son esprit et sa vulnérabilité. MGM, toujours méfiant face au scandale, décourageait le mariage, et Powell, peut-être hanté par la perte de sa précédente épouse et méfiant de la vie tumultueuse de Harlow, ne fit jamais de demande officielle. La tragédie a frappé lorsque Harlow est tombé gravement malade en 1937. Powell est resté à ses côtés, finançant discrètement ses soins médicaux et la soutenant émotionnellement pendant ses derniers jours. Harlow est morte à seulement 26 ans. Son décès prématuré a choqué Hollywood et laissé Powell dévasté. Il se souviendra plus tard d'elle, comme du grand amour de sa vie, ne se remettant jamais tout à fait de sa perte. Leur histoire, brève et douce amère, nous rappelle que même sous les projecteurs d'Hollywood, les romances les plus profondes peuvent être celles que le destin interrompt. Une histoire d'amour figée dans le temps, éternellement jeune et incroyablement glamour. Barbara Stanwyck et Robert Taylor. La romance de Barbara Stanwyck et Robert Taylor était mélange compliqué de véritable passion, de manipulation en studio et de l'examen constant d'une industrie qui n'a jamais respecté les limites. Lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de His Brother's Wife en 1936, Stanwyck était déjà une star établie, dure à cuire, de 10 ans l'aîné de Taylor, et récemment divorcé. Taylor, quant à lui, était le dernier cœur de Midwestern de MGM, un garçon du Midwest, avec un physique d'idole de matinée et peu d'expérience avec les jeux d'Hollywood. La chimie entre eux fut instantanée, et bientôt, le département de publicité de MGM vit des signes de dollars. Louise B. Mayer, toujours marionnettiste, encouragea ouvertement la relation, espérant générer des gros titres positifs et cimenter la réputation de Taylor en tant que premier rôle. Il y avait des rumeurs selon lesquelles la relation était arrangée, mais en coulisses, l'affection entre Stanwyck et Taylor était réelle, marquée par un respect mutuel et une loyauté farouche qui ont résisté au commérage public et aux défis privés. Taylor a emménagé chez Stanwyck, et malgré l'implication persistante de leur studio, le couple a essayé de se ménager des moments de normalité. Après une longue cour, ils se sont mariés en 1939, devenant l'un des couples les plus glamour d'Hollywood. Mais les pressions de la célébrité, les longues séparations dues au calendrier de tournage et les infidélités présumées de Taylor ont lentement fait des ravages. Stanwyck, toujours stoïque, parlait rarement de leurs difficultés, préférant se plonger dans le travail. En 1951, le couple divorça, bien qu'ils restèrent en bons termes pour le reste de leur vie. Pour Stanwyck, le chagrin ne s'est jamais vraiment estompé. Taylor, lui aussi, regardait en arrière sur le mariage avec nostalgie. Leur liaison reste une leçon sur les coûts élevés de l'amour à Hollywood, où la véritable connexion est souvent mise à l'épreuve par la machine implacable de la célébrité et l'éclat intransigeant des projecteurs. Tallulah Bankhead et Gary Cooper. Tallulah Bankhead était la rebelle ultime, une actrice qui prenait plaisir à choquer Hollywood avec son esprit sauvage, son attitude intrépide et son refus de suivre les règles de quiconque.
Alors, quand elle a jeté son dévolu sur Gary Cooper, la star stoïque de High Noon, et Sergent York, c'était une collision d'opposés qui a fait jaser toute la ville. Leur brève mais torride liaison s'est déroulée à la fin des années 1920, à une époque où Bankhead captivait Broadway et faisait son chemin à Hollywood, tandis que Cooper montait dans les rangs de Paramount. L'attrait était évident. Bankhead, avec son accent du Sud et son charme vif comme l'éclair, était différente de toutes les femmes que Cooper avait jamais rencontrées. Il incarnait, quant à lui, la masculinité robuste, qui faisait de lui le célibataire le plus convoité de l'époque. Leur romance était électrique, brûlante et rapide, avec les deux stars affichant leur alchimie lors des fêtes hollywoodiennes et des réunions privées. Contrairement à de nombreuses liaisons de l'époque, aucun des deux ne semblait intéressé à la cacher. Bankhead, en particulier, était célèbre pour sa franchise, racontant plus tard ses escapades avec Cooper dans ses mémoires célèbres. Mais leur différence était trop marquée pour maintenir une relation durable. L'appétit de Bankhead pour l'excès, son amour des fêtes, de l'alcool et sa rébellion ouverte contre les mœurs d'Hollywood se heurtaient au comportement plus réservé de Cooper. Au moment où leur aventure s'est éteinte, tous deux avaient laissé leur empreinte l'un sur l'autre. Cooper a continué à se marier et à se forger une carrière cinématographique légendaire, tandis que Bankhead est resté une icône de l'individualité sans compromis. Leur aventure, bien que de courte durée, reste un témoignage de l'ère de tous les possibles à Hollywood, où la passion pouvait s'enflammer à tout moment et où les plus grandes stars de l'industrie n'avaient pas peur de jouer avec le feu. Loretta Young, jeune, et Clark Gable. Peu d'histoires d'amour dans le vieux Hollywood ont été aussi soigneusement cachées, mais aussi marquantes que celle entre Loretta Young et Clark Gable. Leur histoire a commencé sur le tournage de The Call of the Wild en 1935. Gable, connu pour son charme canaille, était mariée. Young, profondément catholique et farouchement protectrice de sa réputation, était célibataire. Une romance sur le plateau s'est transformée en une liaison secrète, entraînant la grossesse de Young. Un événement qui, dans l'ère conservatrice des années 1930, aurait pu mettre fin à leur carrière. Confrontée à des choix impossibles, Young a orchestré une dissimulation élaborée. Elle a disparu de la scène publique, revenant des mois plus tard avec une fille adoptive, Judy, qui était en réalité son enfant biologique avec Gable. La tromperie était si soigneusement orchestrée que même Judy n'a découvert la vérité qu'à l'âge adulte. Pendant des décennies, les initiés d'Hollywood ont chuchoté à propos de l'affaire, mais le public est resté largement ignorant. Le catholicisme fervent de Young signifiait qu'elle ne parlait jamais du scandale, tandis que Gable poursuivait d'autres romances très médiatisées, sans jamais reconnaître publiquement la paternité. Le coût émotionnel pour Young fut immense. Elle porta le fardeau du secret toute sa vie, poussée par les normes impitoyables de l'époque et son propre sens de la moralité personnelle. Dans les années suivantes, la révélation de la véritable filiation de Judy Lewis a jeté une nouvelle lumière sur les sacrifices exigés par l'âge d'or d'Hollywood, où le prix de la réputation était parfois une vie entière de silence. Aujourd'hui, l'affaire entre Loretta Young et Clark Gable est vue comme un rappel tragique des pressions et paradoxes auxquels les femmes de l'âge d'or d'Hollywood étaient confrontées, et des efforts qu'elles devaient déployer pour protéger leur carrière, leurs enfants et leur dignité. Greta Garbo et John Gilbert. À l'époque du cinéma muet, la romance entre Greta Garbo et John Gilbert était légendaire, une liaison qui a marqué leur vie et carrière. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de La Chair et le Diable en 1926, où la passion entre eux était palpable, à la fois à l'écran et en dehors. Gilbert, déjà une idole de l'écran, fut instantanément épris de la beauté énigmatique et du détachement froid de Garbo. Garbo, célèbre pour sa réclusion et méfiante envers les pièges d'Hollywood, se sentit attiré par le charisme et l'intensité de Gilbert. Leur liaison était aussi passionnée que tumultueuse. Gilbert a demandé en mariage plus d'une fois, mais Garbo, toujours solitaire dans l'âme, hésitait à plusieurs reprises, parfois le laissant devant l'autel, parfois disparaissant sans explication. Hollywood suivait avidement chacun de leurs mouvements, et les dirigeants de MGM espéraient que cette union se traduirait par un succès au box-office. Mais les pressions de la célébrité et la résistance de Garbo aux relations conventionnelles ont condamné la romance. Au moment où le cinéma parlant est arrivé et que l'industrie a commencé à évoluer, leur relation était déjà en train de se défaire.
Malgré le chagrin, les deux stars ont continué à façonner Hollywood à leur manière. Garbo comme le symbole ultime de mystère et d'indépendance, Gilbert comme une figure tragique dont la carrière ne s'est jamais complètement remise des coups personnels et professionnels. Leur histoire d'amour est devenue une partie de la mémoire collective d'Hollywood, un conte de mise en garde sur l'intensité, la célébrité et la lutte éternelle entre le désir privé et la vie publique. L'affaire entre Garbo et Gilbert, avec son mélange de grande passion et de séparation douloureuse, reste l'une des légendes les plus durables et amères de Tinseltown. Des rendez-vous chuchotés aux scandales publics qui ont changé à jamais les réputations, ces affaires révèlent que le vieux Hollywood n'a jamais été aussi doré qu'il n'y paraissait. Derrière le glamour, les stars vivaient et aimaient à la limite, risquant tout pour la passion, la survie ou juste un moment inoubliable. Certaines romances ont engendré des empires, d'autres ont causé la ruine, mais toutes ont laissé une marque permanente sur la légende de Tinseltown. Quelle histoire reste gravée dans votre esprit? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires cachées d'Hollywood.